Bonjour les amis. Imaginez que certains disposent d'une technique à la croisée de la linguistique et de la psychologie, une sorte de magie noire, capable de retourner l'opinion, capable d'endormir l'intelligence, capable d'étouffer la contestation. Imaginez qu'ils gardent le monopole de cette technique, en réservant les stratagèmes les plus efficaces à la petite élite qui accède aux grandes écoles et qui peut se payer les onéreux conseils des spécialistes de la communication. Une telle situation ne serait pas acceptable, et pourtant, heureusement, il y a un espoir. Aux sombres sorciers de la manipulation s'opposent les chevaliers blancs de la rhétorique. Mettant leur savoir au nom du bien, ils détectent les biais, ils dénoncent les sophismes, ils décryptent les coups de com', ils dissipent les écrans de fumée. Les règles qui doivent être respectées, c'est évidemment une situation absurde, c'est évidemment à condamner, c'est une évidence. Alors ça fait partie d'une rhétorique bien particulière, ce qu'on appelle la rhétorique du bon sens. Ça consiste à présenter une idée comme allant de soi, comme étant tellement évidente qu'on n'a même pas besoin de l'argumenter. D'ailleurs, Jean-Michel Blanquer est un récidiviste. Dans la première émission, la première chronique, on l'avait déjà épinglé pour une expression « appelons un chat un chat ». Mais il y a un problème. Je pense pouvoir vous montrer que les décodeurs ne vous rendent pas service. Et j'irai même un pas plus loin, les décodeurs et les décrypteurs sont les alliés objectifs de l'ordre établi et sont la clé de voûte du statu quo. La manipulation, c'est le sujet choc quand on parle de rhétorique. Et ça fait 2500 ans que ça dure. Et aujourd'hui comme hier, ceux qui prétendent vous donner des outils pour déjouer les manipulations ne font en vérité que vous couper les ongles et vous limer les crocs. C'est en tout cas ce que j'aimerais vous démontrer en repartant à la source, en partant à la rencontre du père spirituel de tous les débiaiseurs. La plus belle charge contre la rhétorique, la plus belle tentative de réduire la rhétorique à une entreprise de manipulation, nous vient de Platon et de son dialogue Le Gorgias. Et donc le Gorgias, ça met en scène les aventures de Socrate, qui se rend avec un ami chez Calliclès, où le sophiste Gorgias est censé faire une démonstration de rhétorique. Mais Socrate arrive un peu en retard, il rate le show, mais Calliclès veut bien lui présenter Gorgias. Et Gorgias, c'est un peu le pape de tous les savants de la rhétorique, et Socrate, de son côté, il aime pas trop la rhétorique. Et donc, il engage le dialogue dans le but de démonter Gorgias. Dis-moi, Gorgias, qu'est-ce que la rhétorique? Eh bien, cher Socrate, c'est la science des discours. Intéressant, mais de quel discours exactement? La rhétorique te permet-elle de parler de médecine, de gymnastique, de navigation ou de n'importe quoi? Non, il s'agit du genre de discours que l'on tient dans les tribunaux et les assemblées quand il s'agit de persuader le public de ce qui est juste et utile. M'accorderais-tu qu'il existe deux formes de persuasion? Celle qui produit la science et celle qui produit la croyance sans science. Laquelle de ces persuasions produit la rhétorique? Eh bien, Socrate, assurément la deuxième. Et c'est d'ailleurs pour cela que le sophiste est plus puissant que n'importe quel spécialiste. Ah, mais ça craint! Parfois le public a besoin d'écouter les conseils du médecin, même si ce que leur propose le cuisinier est plus séduisant. Ah là, j'avoue, vous m'avez convaincu, patron. Bien sûr, j'ai un peu réécrit pour ne conserver que le cœur de l'argumentation, mais de toute façon, allez lire les dialogues de Platon. Vous allez trouver ça gratuitement en 2 clics, et c'est très intéressant pour progresser en dialectique, parce que en lisant les dialogues de Platon, vous arrivez à voir comment, par de bonnes questions, on arrive à amener l'autre à tenir des propos qui sont indéfendables, et puis comment est-ce qu'on arrive à amener l'autre à se contredire. Mais la limite, c'est que le Socrate de Platon, c'est un peu comme Tintin. À la fin, c'est toujours lui qui gagne. Parce que, en vérité, je pense pas que Gorgias se serait fait avoir aussi facilement. Parce que la rhétorique, c'est pas une discipline qui s'amuse à rendre plus forts les arguments les moins bons. La rhétorique, c'est une discipline qui permet à toute personne qui le souhaite de défendre plus efficacement les causes qui lui tiennent à cœur. Le fait est que l'histoire a retenu que les philosophes c'était les gentils et que les sophistes c'était les vilains. Et aujourd'hui, eh bien, les décodeurs et les décrypteurs, ils s'inscrivent dans la ligne de la critique platonicienne de la rhétorique. Derrière ça, il y a toujours l'idéal d'un monde où les discours et les débats seraient purifiés de tout ce qui biaise le jugement. Il y a toujours la volonté de veiller au respect de certaines règles qui permettraient de garantir le triomphe du meilleur argument. Mais le problème, c'est que si vous suivez les décodeurs dans cette voie, eh bien, vous risquez de passer à côté de tout ce qui permettrait à vos discours d'avoir un impact réel sur le monde. Si vous
croyez en votre cause, eh bien, vous avez plutôt intérêt à savoir exploiter toutes les forces de la rhétorique. Et en particulier, et même si on nous martèle que c'est mal, eh ben, vous avez plutôt intérêt à apprendre comment on déclenche les émotions de votre public. Et là-dessus, eh ben, dès qu'on ouvre un manuel d'argumentation qui est dans la mouvance platonicienne, quand on regarde les manuels de sophisme dans lesquels puisent les décodeurs et les décrypteurs pour leurs analyses, eh ben, on nous dit systématiquement qu'il faut éviter l'appel à l'émotion. Parce que l'appel à l'émotion, c'est quelque chose qui parasite le jugement. Et donc oui, c'est vrai, les émotions, c'est quelque chose qui rend difficile l'argumentation. C'est quelque chose qui rend difficile d'avoir un débat constructif. Par contre, et ça c'est un point fondamental, il est impossible de prendre une décision sans émotion. Et donc vous pouvez donner à votre public les meilleures raisons du monde, si vous n'êtes pas capable à un moment de déclencher des émotions, vos discours ne seront suivis d'aucune action. Ça, c'est un acquis fondamental de la recherche en psychologie de la seconde moitié du XXe siècle. Et là-dessus, moi je vous recommande de lire L'erreur de Descartes du neurochirurgien Antonio Damasio. Et dans ce livre, il raconte notamment l'histoire d'un de ses patients, Elliot, et c'est un patient qui est incapable de prendre une décision aussi simple que de fixer un rendez-vous dans son agenda. Donc il est capable de se représenter les différents scénarios, il est capable de se représenter les différentes alternatives. Donc qu'est-ce qui se passe si je mets le rendez-vous plutôt le matin, qu'est-ce qui se passe quand je mets le rendez-vous plutôt l'après-midi, mais il est incapable de choisir, il est incapable de décider. Pourquoi ? Parce que pour prendre une décision, il ne faut pas seulement être capable de se représenter les différents scénarios, il faut être capable de leur associer un affect. Il faut être capable de se représenter certaines alternatives comme désirables et d'autres comme pas souhaitables, d'autres comme dangereuses. Et chez ce pauvre homme, chez ce pauvre Elliot, la zone du cerveau dans laquelle rentre en contact notre capacité à raisonner et notre capacité à éprouver des émotions, cette zone du cerveau, elle était endommagée par une tumeur. Et donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment un acquis. Si vous voulez amener les gens à l'action, leur donner des bonnes raisons, ça suffit pas. Il faut aussi leur donner de la motivation, il faut aussi leur donner des émotions pour agir. En fait, notre raison, elle sert à nous permettre de justifier nos choix, elle sert pas à choisir. Notre raison, elle permet d'inscrire nos choix, elle permet d'inscrire notre décision dans un récit cohérent, mais on n'a pas d'idée de ce qui motive vraiment nos décisions. Et ça, c'est un autre acquis important de la psychologie expérimentale au XXe siècle. Même si on est persuadé du contraire, nous n'avons pas accès aux motivations réelles de nos choix, aux motivations réelles de nos décisions. Et je voudrais vous présenter une expérience à ce sujet. Il y a des chercheurs qui ont demandé à des participants de mémoriser des paires de mots. Donc par exemple, soleil et maison. Et donc officiellement, ce qu'on avait dit aux participants, c'était que l'objectif, c'était de tester leur mémoire. Et il y a certains des participants qui devaient retenir des mots qui étaient associés à la mer, qui étaient dans le champ sémantique de la mer. Donc par exemple, plage, sable, océan. À la fin de cette expérience, on demandait à tous les participants de nommer une marque de lessive. Et les participants qui avaient retenu des mots associés à la mer, plus souvent que les autres, ils donnaient comme marque de lessive Tide. Et Tide, ça veut dire marée en anglais. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on leur demandait mais pourquoi cette marque en particulier, ils avaient une histoire toute prête. Ils répondaient parce que j'aime bien la bouteille, ou parce que j'aime bien l'odeur, ou parce que c'est la lessive que je connais depuis mon enfance, etc. Ils n'avaient aucune conscience du fait que leur choix avait été conditionné, que leur réponse leur avait été suggérée. Donc pour le dire simplement, nous sommes philosophes quand nous justifions nos décisions, mais nous sommes chimpanzés quand nous les prenons. Nos décisions, nous les prenons en mode automatique, sans avoir conscience de ce qui nous pousse à décider. Et donc, si vous voulez faire des discours efficaces, vous devez apprendre à parler aux philosophes, et vous devez apprendre aussi à parler aux chimpanzés. Vous devez donner à votre public de bonnes raisons d'agir, parce que vous voulez que les décisions qu'ils prennent soient de bonnes décisions, mais vous devez aussi être capable de déclencher ces décisions. Et donc, c'est là que vous parlez aux chimpanzés, et c'est là que vous avez intérêt à apprendre, à maîtriser des outils qu'on vous a appris à condamner. Ceci étant posé, voyons pourquoi les décrypteurs ne vous rendent pas service. Quels sont les effets du visionnage d'une séquence de décryptage ? Ensuite, il va falloir remplir avec du texte et pour ça, on va utiliser des antithèses. L'antithèse, c'est le fait de juxtaposer deux propositions opposées. Tu vas dire quelque chose comme « Nous ne voulons pas ceci, en revanche, nous voulons cela ». Et chez Villani, ça donne ceci. Que nous aimons un Paris où chacun peut vivre, mais que nous redoutons le Paris qui fait fuir les familles les plus modestes. Que nous aimons Paris dans sa musique et sa vivacité, mais que nous sommes fatigués des agressions. Les antithèses, c'est fait. Et ensuite, quand on regarde une séquence comme celle-là,
on développe un sentiment de répulsion à l'égard de la communication politique. Et ça, à la limite, pourquoi pas. Mais surtout, quand on regarde un décryptage, on se complaît dans un sentiment de supériorité mentale et morale à l'égard de celui qui est décrypté. Ici, Enthoven empoisonne le puits, tout en se mettant à l'abri d'une réponse possible, d'une objection possible de Chouard. Mais le problème, c'est que c'est pas parce que t'es capable de repérer un ad hominem, un ad personam, un ad baculum, un ad carotam, une fenêtre d'Overton ou une généralisation hâtive, que tu es capable de produire un discours persuasif sur un sujet qui te tient à cœur. Parce que c'est très bien de manier les concepts, c'est très bien d'avoir une culture théorique, mais on ne prend vraiment la mesure de ce qu'est la rhétorique que quand on passe à la pratique. Et plutôt que de chercher à changer leur public en acteurs du changement, eh ben, les décrypteurs ont plutôt tendance à faire de leur public des spectateurs. Édouard Philippe a utilisé un décryptage rhétorique comme argument rhétorique que nous sommes nous-mêmes en train de décrypter rhétoriquement. On est très loin. On est très très loin. Un spécialiste de rhétorique, il devrait donner à son public des outils pour faire la politique, pas seulement des concepts pour commenter les discours de ceux qui la font. Mais le truc, c'est que quand tu fais un décryptage, tu ratisses large, tu t'adresses à tout le monde, parce que tout le monde est capable de se poser sur son canapé et de s'indigner face au sophisme qu'on veut bien lui montrer. En revanche, si tu veux pousser ton public à l'action, si tu veux te focaliser sur les outils et les exercices, eh ben, tu t'adresses plus qu'à une petite minorité de gens motivés. Et ça, je l'ai très bien vu, parce que moi aussi, je peux faire du décryptage. C'est quelque chose qui est assez marrant à faire, c'est quelque chose qui est assez ludique. Et j'ai bien vu que quand j'ai fait une vidéo où je décryptais la langue de bois, eh ben, ça fait 150 000 vues, alors que quand je fais des vidéos où j'axe sur les outils et les exercices, quand je travaille par exemple sur le style, quand je travaille sur la description, quand je travaille sur l'épidictique, qui sont autrement plus importants, si vous voulez créer un mouvement autour d'une cause qui vous tient à cœur, eh ben, je fais 10 fois moins de vues. C'est pas vendeur de mettre son public au travail. Et le résultat de ça, c'est qu'aujourd'hui, tu shootes dans un arbre et il y a 4 décodeurs et 5 décrypteurs qui tombent. Et vu qu'en plus, chaque décrypteur a sa petite sensibilité politique, eh ben, ils maintiennent leur public dans l'illusion selon laquelle le monde deviendra enfin beau quand les méchants de l'autre camp arrêteront d'utiliser tous ces sophismes. Ce faisant, ils entretiennent une mentalité qui sert ceux qui vivent de nos divisions. Parce que la vraie politique, la politique au sens noble, eh bien, il faut l'aborder en entrepreneur, il faut l'aborder en ingénieur, et pas en supporter de foot. Parce que ceux qui dédient leur vie à trouver des solutions concrètes à des problèmes réels, ils n'ont pas de temps à perdre avec des ennemis. Ce récit selon lequel le malheur des uns fait le bonheur des autres, eh bien, c'est une fable qui a été inventée pour permettre à des gens qui sont bien trop payés au regard de leurs résultats de se maintenir en martelant que si les autres passent, ce sera encore pire. Ce que je vous propose, c'est donc de reprendre en main votre part de politique. Et donc je suis en train de travailler sur une série de vidéos qui va vous donner les outils et les techniques pour pouvoir passer du commentaire à l'action, pour pouvoir créer un mouvement autour de cette cause, de ce projet qui vous tient à cœur. Je suis en train de travailler dessus, ça va sortir dans les prochaines semaines. Je vous dis pas exactement quand, parce que je veux garder la surprise. En tout cas, c'est quelque chose qui me demande pas mal de travail, mais ça vaut le coup. Parce que le monde dont je rêve, c'est pas un monde où les citoyens seraient des spectateurs. Le monde dont je rêve, c'est pas un monde où la rhétorique se résumerait à un commentaire sur les vices dans le discours d'autrui. Le monde dont je rêve, c'est un monde où vous tous, mes concitoyens, saisirez cette incroyable opportunité que nous offrent les réseaux sociaux, s'empareraient des outils les plus efficaces pour faire triompher les causes qui leur tiennent à cœur. C'est vrai que les problèmes de notre temps sont nombreux, mais nous aussi, que chacun d'entre nous prenne sa part et dans une langue qui mêle l'efficacité, la beauté et la raison, parle.